Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouveaux formats de votre magazine d'actualité et d'information générale dénommé Actualité croisée. Vous êtes à Likasi, vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous suivez Actualité croisée. Notre invité, ce monsieur Christian Moleka, politologue. Il nous amène une autre dynamique de politologue. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté dans la sphère politique congolaise? Le détail dans un instant. Vous avez accepté de nous suivre, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes à travers le monde. C'est votre magazine d'interaction républicaine et aussi démocratique Actualité croisée. Nous avons aussi accepté de vous livrer l'essentiel des nouvelles qui prévoient en République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi, président de la République qui venait d'être élu pour son second mandat à la tête de la RDC. Un pays avec une superficie de 2 345 000 km² régorgeant autant de richesses. Comment cela est géré, comment cela est reparti par près de 100 millions de Congolais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle avec Christian Moleka, qui est le coordonnateur, encore mieux le président de la structure dynamique des politologues. Politologues, ce sont des gens qui apprennent la politique à l'école, pas dans l'État. Monsieur Christian Moleka, bonjour. Bonjour. Politologue de formation? Effectivement. Ou des faits? Politologue de formation de l'université de Kinshasa, où j'ai fait les sciences politiques pures, parce qu'il y a beaucoup de branches. Voilà, je suis politologue de formation et ça fait pratiquement maintenant, je dirais depuis 2017, que je coordonne la dynamique des politologues de la RDC. Vous êtes politologue de formation et par la magie des circonstances, vous pilotez au destiné d'une structure dénommée DIPOL, dynamique des politologues. Pourquoi avoir créé cette structure? La DIPOL a été créée en juin, le 30 juin 2012. Pourquoi? Moi, j'ai fini les Sciences Po en 2008. Donc, ce sont les amis de ma promotion, ensemble avec nos promotions, que nous avons créées à Kinshasa, la DIPOL. C'est né d'un constat. Le premier constat, c'est que les sciences politiques n'occupaient pas leur place en RDC. Bon, ça peut s'expliquer historiquement. Pour ceux qui suivent l'histoire du pays, en 69, les mouvements étudiantins à l'UNIKIN sont partis des Sciences Po. En 71, les mouvements également sont partis des Sciences Po. Et à l'époque, le maréchal Mobutu décide de fermer les sciences politiques à Kinshasa. On a relégué les sciences politiques à Lubumbashi ou à Kisangani. Et on ne pouvait pas faire les sciences politiques à Kinshasa de 71 jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. Donc tout ce qui ont fait les sciences Po durant cette période l'ont fait soit à Kisangani, soit à Lubumbashi. Les sciences politiques ne sont revenues à Kinshasa qu'avec l'entrée de l'AFDEL. Donc en 1999, qu'à l'UNIKIN, cette faculté s'est ouverte. Conséquence, pendant très longtemps, la gestion de l'affaire publique est restée une question de nos amis de droit. Parce qu'ils sont restés à Kinshasa, dans la proximité du pouvoir. Les politologues ont été considérés très longtemps comme rebelles. Et si vous regardez, par exemple, dans l'entourage du maréchal Mobutu, vous verrez que les éminences grises étaient essentiellement des juristes. On peut citer des Fundao et Mako, on peut citer, il y en a plein, donc des juristes de ce pays. Et donc les politologues ont commencé à revenir à partir de l'entrée de l'AFDEL. Donc dans le mouvement de l'AFDEL, il y avait pas mal de politologues parce qu'ils sont partis de Kisangani, de Lubumbashi, et donc ils ont rejoint la dynamique du pouvoir. Nous, quand on a fini en 2008, on constate cette absence des politologues dans la gouvernance des idées politiques du pays. Et on s'est dit qu'il fallait travailler à créer une structure à la fois qui mette en lumière notre savoir, à la fois qui permette d'améliorer la gouvernance par les idées des sciences politiques, et troisièmement, de réseauter les politologues du Congo. Donc depuis le 30 juin 2012, nous avons quand même réussi à construire un réseau national qui réunit les politologues de 22 provinces sur les 26. Nous sommes à plus de 1000 dans le réseau, à Kisangani, à Kolwezi, à Likasi, à Kinshasa, à Moneditu, à Gemena, tous appartenant à un même réseau de savoir et partageant un même idéal, à savoir promouvoir par les sciences politiques la gouvernance du pays. Alors vous voulez rentrer dans la gouvernance politique de la République en République démocratique du Congo par souci que les autres ont mal fait ou soit parce que ça vous revient de plein droit? Mais il y a, en fait, lorsque l'État organise l'éducation, l'État l'organise pour des finalités. Lorsque l'État organisait les sciences politiques au Congo, c'est pour... Parce qu'on n'a pas dit que la science politique est de la politique active destinée aux gens qui font les sports. J'en viens. Il y a une autre différence et une très grande différence entre le praticien le praticien en sciences politiques qu'on appelle les politiciens et le technicien des sciences politiques qu'on appelle les politologues. La différence est que le politologue est l'architecte.
Quand vous voulez construire une maison, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un architecte, vous lui dites, voilà, je vais construire un immeuble de 5 niveaux. C'est lui, le technicien, qui te dit, par rapport à la qualité de ce sol, par rapport à l'immeuble que vous voulez construire, il faut tel type de matériaux pour que la maison tienne. Si J'ai été formé, là, et puis ça va s'écrouler. Les politologues sont formés comme techniciens pour construire le pouvoir politique. C'est ça son but, construire et déconstruire le pouvoir politique. Le praticien, c'est celui qui regarde la montre, qui regarde l'heure. Il ne le construit pas, il regarde l'heure. Donc, il est celui qui met en œuvre ce que l'autre a fait. Au Congo, on a la mauvaise idée de résumer l'action politique autour de l'acteur. Et d'ailleurs, c'est significatif qu'on l'appelle l'acteur politique. L'acteur, c'est celui qui est mis en lumière, qui joue un rôle. C'est un peu comme dans le cinéma, on a un acteur. L'acteur, il s'appelle s'appeler Brad Pitt, il joue un rôle. C'est pas lui qui a écrit le script, c'est pas lui qui se maquille, c'est pas lui qui fait les lumières. Il est là, mis sous la sellette, sous la lumière, mais c'est d'autres acteurs autour de lui qui ont fait le script, qui ont fait le réa, qui ont pris les lumières, ainsi de suite. C'est comme la politique. Donc quand tu es acteur politique, tu es censé t'entourer de ceux qui sont capables d'écrire à la fois les scripts, à construire, à déconstruire ce que tu fais pour que ce que tu mets en lumière fonctionne. L'idéal pour nous, c'est d'avoir un acteur qui connaît la théorie, parce qu'il sait ce qu'il réalise. Ailleurs, en France, on ne peut pas faire la politique active sans passer par l'ENA ou l'IEPE. Ouais, c'est des moules qui permettent de comprendre la complexité des questions politiques. Chez nous, bon, il n'y a pas des moules par lesquels on passe pour faire la politique pratique. Et donc, on a des praticiens. Ils peuvent faire pêcher les vaches, ce qui n'est pas mauvais non plus, mais il vient en politique. Mais les questions de gouvernance, ça nécessite un minimum de b.a.-ba. Donc, si tu ne l'es pas, tu t'entoures des personnes qui t'aident à faire de l'aide à la décision. Voilà un peu le rôle du politologue, qui est très différent du politicien, au sens praticien. Alors, M. Christian Moleka, aujourd'hui, quand vous parlez du politologue que vous êtes, de politicien praticien, hein, qu'on voit aujourd'hui, 63 ans après, nous entamons la 64e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, la RDC, partant de Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange et l'actuel Félix Tshisekedi, ne sont pas des politologues. Ils ne sont pas de politologues. Je ne dis pas que pour diriger un pays, il faut être politologue. C'est très réducteur. Vous avez mis un accent là-dessus. Je parle de la démarche en termes de gouvernance. C'est très réducteur de vouloir dire que mais puisqu'ils ne sont pas politologues, c'est qu'ils ont mal dirigé. Ils continuent à mal le faire. C'est pas forcément le lien. Il ne faut pas résumer à une personne. Gouverner, c'est un système d'interaction. J'en viens. Gouverner, c'est à la fois une interaction, c'est tout un système qu'on met en place de gouvernance qui dépasse une seule personne. Nous avons eu des dirigeants, on peut faire le débat sur la qualité individuelle des personnes, intrinsèques. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'un pays comme le Congo, 60 ans après, qu'on n'ait pas un universitaire à la tête du pays, ce qui est un vrai défi pour nous. Un universitaire à la tête du pays, c'est un vrai défi. Jamais eu. Mais il n'y a qu'à visiter notre parcours depuis Kasavubu, qui était un séminariste, Mobutu. On a ce défi-là qu'il faut dépasser, mais le problème, il n'est pas uniquement à ce niveau-là. Le problème, c'est quel système on met en place. Si vous avez parlé, il est malheureux, il est décevant que nous n'ayons pas eu un universitaire à la tête du pays. C'est un défi parce que la gouvernance du pays, c'est aborder des questions complexes. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus se complexifier, avec des questions internationales qui entrent à l'intérieur du pays, qui se globalise et qu'il faut à un moment donné un niveau d'intelligibilité des faits pour gouverner. Et donc ça demande des capacités complexes. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous ayons des gouvernants capables d'appréhender les complexes. Même s'ils vont apporter des réponses dans la proximité, mais d'appréhender les complexes. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas résumer la gouvernance en une personne. Il faut le prendre comme un système d'interaction, un système de gouvernance. Et donc, au-delà de la personne de Mobutu, c'est quel système de gouvernance Mobutu met en place pour gouverner le Congo. Quel système de gouvernance Kabila met en place ou Félix met en place pour gouverner le Congo. Qui dépasse sa personne, parce qu'en politique, lorsque soi-même on est en limite, on peut avoir des béquilles qui sont des collaborateurs. Et les rôles des béquilles, c'est vous aider à aller plus loin que vos propres capacités. Donc, on peut s'entourer des personnes ressources qui sont capables de vous amener l'expertise que vous n'avez pas vous-même pour aller un peu plus loin. C'est ça aussi la démarche complexe, à savoir connaître ses propres limites et savoir s'entourer des personnes capables de vous amener un peu plus loin. Aujourd'hui, on a dit que ce sont les universitaires qui ont plus trahi, qui ont plus remis en cause la situation politique en République démocratique du Congo et économique. Parce que s'il faut remonter dans l'histoire, depuis l'époque de Joseph Mobutu, hein, qui fut le deuxième président de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre,
Et si tu vois dans son acabit, il y a eu des professeurs d'université hein, qui ont quand même voulu remonter la pente de la situation économique, politique, judiciaire et aussi, j'en passe, diplomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le même élan, vous sentez que si ces politiques-là étaient là, c'était pour quelle cause? Pour la cause politique ou pour la recherche de solutions? Notre problème au Congo, ce n'est pas réellement la compétence au sens universitaire, professeur. Notre problème, c'est davantage... Vous avez parlé, je prends mot parce que vous avez dit ce qui est décevant et qu'on n'a pas eu des universitaires. Mais moi, je vous reviens qu'il y ait des universitaires qui ont toujours été destinés, des institutions. Si vous voulez me laisser aller jusqu'au bout de mes idées, vous pouvez même me comprendre. Prie. Au Congo, malheureusement, ou de manière assez récurrente, l'universitaire accompagne l'action du décideur politique. C'est-à-dire, nos professeurs dont vous faites allusion là sont directeurs de cabinet, sont conseillers des décideurs. Ils sont aussi ministres. Mais qui ne sont pas au cœur de l'action publique, au sens où ils sont le cœur du pouvoir. Ils accompagnent un pouvoir. Je donne un exemple, Vital Kamerhe venait de... Il est devenu professeur après avoir été acteur politique. Vital Kamerhe est acteur politique et professeur qu'il y a à peine 2 ans. Donc le Kamerhe que nous connaissons est d'abord acteur politique. L'intellectuel congolais ou l'universitaire congolais accompagne l'acteur politique dans la mise en œuvre de l'action politique. Je ne vais pas les légitimer ou les déresponsabiliser. Le problème de l'intellectuel congolais, c'est qu'il a perdu son sens critique, il s'est instrumentalisé au service d'un savoir. Lorsqu'il est au service d'un pouvoir, il perd sa capacité à dire non. Alors que l'intellectuel, c'est justement sa capacité à dire non, à s'engager et à défendre les valeurs et une vision assez claire de ce qu'il pense être son cosmos de son monde. Le problème de l'intellectuel congolais, c'est qu'il s'instrumentalise. Au service d'un pouvoir, il s'est fait monétiser, on le recrute, il met son savoir au service des idéaux peut-être qu'il ne partage pas, et à la fin il dit que je ne suis pas responsable parce que ce n'est pas moi qui ai décidé. Ça c'est un vrai problème que je reconnais également. Mais si vous regardez systématiquement le pouvoir tel qu'il fonctionne chez nous, nous avons un déficit de gouvernance. Si vous prenez le Congo de 60, est-ce que vous savez que Lumumba en 60, lorsqu'il quittait Kinshasa pour aller à Kisangani, il n'a pas pris l'avion, il a pris un véhicule. Ça veut dire qu'on pouvait quitter Kinshasa à Kisangani avec un véhicule. Avant lui, Gizenga qui l'a précédé a pris un véhicule. N'a pas pris un avion. Ça veut dire que nous avons systématiquement perdu en capacité de gouvernance de 60 et nous avons décliné jusqu'à aujourd'hui. Cette responsabilité est partagée à la fois par les acteurs politiques, par les savants qui les accompagnent, y compris les intellectuels que nous sommes. Mais vouloir résumer l'échec du Congo par l'intellectuel, c'est assez discutable. Pourquoi? Parce que j'estime que ceux comme intellectuels qui ont accompagné le pouvoir politique ont leur part de responsabilité, de leur peut-être capacité de ne pas dire non. Mais après, la responsabilité d'un conseiller, c'est un pouvoir de suggestion. Le pouvoir de décision appartient à celui qu'on appelle décideur public. Et donc, ceux qui ont pris les décisions, ont-ils écouté les conseillers? Ont-ils pris en compte les idées des conseillers? C'est un débat d'histoire qu'on peut faire. Alors, M. Christian Moulika, je vous prends peut-être, je vous pose une question de savoir. Vous avez aujourd'hui les critériums pour être député national sénateur. Ça passe par quoi? Il faut avoir au minimum un diplôme universitaire, pour certains équivalents. Alors ceux qui sortent de l'université sont parfois, s'ils distinguent, ils sont parfois assistants, chefs de travaux, sont professeurs. Alors aujourd'hui, je me dis, s'il faudra recruter les élites congolaises pour le mettre dans la décision, ou dans la gestion de la République, la République démocratique du Congo aura quel type de gouvernance selon vous? On n'est pas toujours obligé d'aller au Parlement. Le Parlement, ce n'est qu'une partie visible du jeu politique qui est plus large que ça. Celui qui sort de l'université, je ne pense pas que son premier boulot soit d'aller au Parlement. Déjà, il n'a pas les ressources financières nécessaires pour se construire une carrière de manière assez autonome. Ça demande de ressources financières. Oui, mais en politique, il y a 2 types de mandats. Il y a des mandats électifs et un mandat nominatif. Généralement, ailleurs, on commence en politique par un mandat nominatif. Tu commences comme conseiller, secrétaire de cabinet, par sec, tu gravis les premiers postes. La meilleure de voix, c'est quoi? On commence généralement par les nominatifs. Parce que ça te permet de mieux comprendre la gestion de l'État à travers un cabinet ministériel, en étant assistant parlementaire, en étant secrétaire particulier d'un ministre. Tu maîtrises le rouage. Tu comprends le rouage, ça te permet également de te construire une petite fortune, à moins d'avoir un héritage familial. Fortune, hein? Dans tous les pays du monde, les élections, ça coûte. Okay. Ça coûte, ça a un prix. Et si tu n'as pas assez suffisamment de fortune pour tenir une campagne électorale, même présidentielle, vous n'allez pas réussir. Donc celui qui sort de l'université n'a pas suffisamment de ressources pour répondre à ça. Et donc il doit prendre du temps de construire un capital à la fois politique, mais un capital financier qui lui permette demain d'aller vers les élections. Et donc ceux qui finissent l'université peuvent commencer dans
dans les cabinets, ils peuvent commencer comme conseillers, au niveau de la proximité peut-être, municipale, parce que ça peut-être ça demande moins de ressources, et ils vont monter pour aller demain vers des élections directes. Avant de changer de chapitre, nous sommes dans la dynamique de politologue. Aujourd'hui, vous avez parlé des 20 sur 26 provinces. Vous êtes présent, le mode de recrutement, comment est-ce que les gens y adhèrent dans cette structure qui est des politologues? Parce qu'aujourd'hui, ça donne l'image d'un combat, comme si d'un combat de récupération. On veut récupérer parce qu'on a vu que les juristes, soit ils ont échoué dans leur mission. Non, nous, on n'est pas contre le juriste. Il ne faut pas avoir ce regard clivant. Chacun a son rôle, chacun a son regard. En sciences humaines, nous avons des regards très différents. Lorsque vous avez un seul problème, je donne un exemple peut-être assez banal, vous prenez un malade, le neurologue, lorsqu'il voit un malade, il voit le mental. Oui, le psychologue, lorsqu'il voit, il voit le mental, mais sur un autre regard, qu'un psychiatre. Quand vous appelez un chirurgien, il voit le malade sur un autre point. C'est comme l'État. Le juriste a un regard institutionnaliste, il a une approche juridique qui est liée à son savoir. Moi, j'ai une approche stratégique, j'ai une approche cybernétique, j'ai une approche systémique liée à ma formation. Et donc, si vous prenez un juriste, vous le mettez à la place d'un politologue, il ne fait pas son boulot. Non pas qu'il n'est pas utile, il est utile comme conseiller juridique. Dans son domaine. Dans son domaine. Le politologue est utile dans son domaine. Chacun a sa façon propre. Le politologue ne ferait pas le travail d'un juriste. Je ne peux pas le faire parce que dans mon cursus, j'ai eu des cours de droit, c'est vrai, mais ça ne fait pas de moi un spécialiste des questions de droit. Donc je vais appeler un juriste pour dire, voilà, par exemple, quand on a mis en place les politoscopes, nous avons eu besoin d'avoir des éclaircissements sur le nouveau code numérique. J'appelle le juriste pour dire, en tant que juriste, comment vous m'aidez à comprendre le nouveau code numérique. Et inversement, lorsqu'il y a des questions des géostratégies, des géopolitiques, des questions de sociologie électorale, de sociologie politique, c'est pas le juriste, c'est pas son domaine. Il peut essayer de se débrouiller, mais c'est pas son champ. Et donc il faudrait mettre chacun à sa place. Maintenant, nous ne récupérons pas la place de quelqu'un. Nous tentons simplement d'expliquer qu'il y a une place réelle du politologue dans des questions de gouvernance politique qui lui est propre. Je donne un exemple précis. Allez dans les cabinets ministériels. Quand on dit conseiller politique, c'est qui? On prend un petit là, parce qu'il a peut-être été proche de toi, on le colle conseiller politique. Lorsqu'on parle des questions stratégiques, qui on appelle comme expert? Dans beaucoup de partis politiques, c'est qui les stratèges électoraux? Est-ce qu'il y a dans des partis politiques, il y a des stratèges électoraux? Mais moi, je peux te dire, voilà, je suis politologue de formation, j'ai été formé, je dis, voici les enjeux géopolitiques, voici les enjeux sociologiques qui se jouent ici. Parce que c'est ma formation. Et donc, il ne s'agit pas de remplacer les gens, il s'agit de donner au politologue sa propre place, qui pendant longtemps a été reniée, occupée, ou même squattée par d'autres personnes qui n'ont pas qualité pour l'être. Maintenant, comment on recrute les gens? Lorsque j'ai pris la direction en 2017, j'ai lancé d'abord... 12 ans, c'est pas peu de choses. Hein. Oui, avant moi, il y a eu un coordonnateur qui a fait 5 ans, qui a posé les bases de ce qu'était la DIPOL pour que ça demeure. Je l'ai pris en 2017. Lorsque moi, je l'ai pris... Il a battu un travail remarquable, ou soit il a juste posé des jalons et vous partez? Bon, il a posé les jalons avec son leadership propre, en permettant que la structure soit organisée légalement, avoir les documents. Il a maintenu la flamme pendant 5 ans. C'est qu'il n'était pas suffisant. Il fallait asseoir. Chacun a sa contribution. Chacun a sa contribution. Moi, quand j'ai pris la structure en 2017, j'ai amené ma touche personnelle. J'ai dit plus de visibilité à la structure. Et donc, j'ai instauré les ateliers Sciences Po. Chaque année, depuis 2017, nous organisons l'atelier Sciences Po à Kinshasa autour d'une grande thématique. On l'a fait, on est déjà à la 7e édition. L'année passée, ça s'est fait à Bukavu, à l'Institut français de Bukavu, avec les politologues de Bukavu. Et donc, j'ai également commencé à occuper les médias, les zones pour vulgariser la DIPOL. Et beaucoup en province m'ont découvert par les zones, notamment par Radio Capi, où je suis l'un des consultants permanents. Et donc, ils ont commencé à découvrir par les zones, à entrer en contact. On a mis en place les plateformes. On peut trouver DIPOL en ligne, www.dipol.org. Et donc, on a commencé à nous contacter. Nous avons créé, utilisé la technologie, donc Internet, WhatsApp, pour réseauter. Et depuis, nous avons installé les coordinations en province qui recrutent au niveau de province. Nous avons une organisation qui fait que chaque province a une coordination provinciale. Donc, si vous êtes à Kisangani, par exemple, il y a Gabriel Batamba qui est là, qui est chef de travaux à l'Université Kisangani. Vous êtes à Bukavu, il y a Alain Dejean Soukrani qui est là. Vous êtes à Go, à Lubumbashi, il y a Maurice Banza qui défend sa thèse d'ailleurs au mois de mai. Donc, on a autant de politologues qui servent de point de relais et qui recrutent et qui ont permis de densifier le travail. Moi, j'ai fait des tournées en province. J'ai fait Kenge, j'ai fait Kikwit,
Je devais faire Bukavu l'année passée. Malheureusement, au dernier moment, j'ai arrêté parce que j'avais d'autres charges ici. Les amis ont fait à Bukavu sans moi. Par vidéoconférence, j'interviens également en province. Cette année, il y a un programme de tournée parce que je dois quand même faire tout le pays pour installer également là où la dipole partout. Donc, il y a ce travail qui a été fait, qui a pris du temps. C'est peut-être pour ça que beaucoup ne nous voient pas dans les grands médias. On fait un travail de fourmi, on installe. Les ressources sont très limitées parce qu'on n'a pas voulu, dès le départ, dépendre des financements de ceux qui vont nous désorienter. Donc, nous fonctionnons sur les fonds propres. Et donc, on comprenait que ce fonds propre, qu'il y ait un peu du retard ou qu'on prenne du temps à mettre en place certains processus, mais nous avançons calmement et nous sommes quand même parvenus à aller dans 22 provinces. Libre à vous. En tout cas, bon vent à DIPOL, qui est une structure qui regroupe tous les politologues. Je ne sais pas. Alors, qui est politologue? C'est celui qui entame la science politique, ou soit c'est même un étudiant de G1, il est politologue? Pour être membre de la DIPOL, il faut avoir un diplôme en sciences politiques. Avoir un diplôme en sciences politiques, c'est-à-dire au minimum un diplôme en graduat, ou un diplôme de licence en sciences politiques ou en relations internationales. Okay. Donc, ce sont ceux que nous réunissons au sein de la DIPOL. C'est vrai que c'est assez discriminatoire parce que la faculté des sciences sociales, il y a également des sociologues qui sont dans la faculté des sciences sociales et il y a également des anthropologues avec lesquels nous partageons la même faculté. Mais pour les sciences politiques, au sens restrictif du terme, c'est les politologues et les relationnistes. Alors, M. Christian Moleka, nous allons changer de registre parce qu'on a assez parlé de votre structure, hein, la DIPOL, dont je rappelle aux téléspectateurs que DIPOL, les alliés, les sanga, il y a sciences politiques dans l'université, bangi baya na moi touche na bango pe ba remarquer, ba observer, ba ça les constats que makambo ils allaient pour ça les mana sphère politique congolaise, ils allaient mingi bateau bazan la qualité. Tobité que juriste dans la qualité, alors DIPOL vient avec une touche assez particulière pour apporter ce qu'ils ont étudié à l'école, apporter ça sur terrain pour que ça donne des solutions escomptées. Tout le monde a élection gouverneur. Au moment où nous parlons, hein, il y a Fifi Masuka qui est gouverneur de la province du Lualaba et tant d'autres gouverneurs en République démocratique du Congo. Quand vous voyez le processus électoral, est-ce qu'il y a un cours normal? Il n'y a rien à reprocher parce qu'aujourd'hui, la CENI tient mordicus à finir avec ce cycle électoral différemment à d'autres cycles électoraux que nous avons connus en République démocratique du Congo. Une analyse succincte de votre part et puis nous entrons dans le vif des vifs. Bon, il y a toujours à reprocher parce que comme tout travail humain, il est perfectible, non? Et ces élections de 2023, ils en ont Bambébélé, tu peux reprocher en gros, même si ce n'est pas encore le moment de faire le bilan global. Bambébélé, ils allaient reprocher en gros tant qu'on n'a pas réussi, comme dans tous les cas. Nous, en 2018 déjà. On n'a pas réussi aussi longtemps. J'en viens. En 2018, on a fait un atelier élection pour sortir de la crise. C'était un moment où il y avait tout un débat autour, il y a machine à voter. On l'a fait ici à Kinshasa, à Gombe. La CENI était venue déjà à l'époque, en 2018, présenter la machine à voter, même en pleine séance. Parce que, fondamentalement, qu'est-ce que nous voulons avec les élections? Nous voulons que les élections, comme processus, soient porteurs d'une légitimité acceptée par tous, que nous aboutissions pas à une contestation, que nous ayons des autorités légitimes et légalement installées, pour que nous puissions aborder les problématiques de développement. Est-ce que le processus Ndenge et Leki est réunir autour de Bakiango? Parce que quand on dit élection, il faut toujours dire élection crédible, transparente, apaisée, avec tous les autres suffixes au Toubaki-Sakarawana. Il y a beaucoup de choses à parler sur le processus. On a fait l'élection, on a voté en 7 jours, on a eu des problèmes logistiques, on a un budget à 1,5 milliard, on a eu des zones où on n'a pas eu d'enrôlement, avec des problèmes sécuritaires, nous sommes liés à la sanité, on a eu des élections annulées pour vote des machines, détention des machines à voter, avec plus de 80 candidats. On a eu des problèmes énormes en termes il y a calendrier, à mise en œuvre à calendrier, même élection où il y a gouverneur, repousser. Il y a énormément de problèmes qui demandent qu'à un moment donné, tout élément, sans compter la loi électorale, sa mise en œuvre, beaucoup d'irrégularités, donc on ne peut pas dire que le processus a été parfait. Mais peut-être qu'on a eu moins de contestations qu'en avant, qu'on a eu aujourd'hui de manière assez claire une victoire qui s'est dessinée pour le président élu, qu'on peut faire un débat sur zone où enrôlement ça limité. Mais tout ça, ça va demander un jour, l'émission plus profonde peut-être sur le processus électoral, mais il y a de quoi redire
Maintenant, le calendrier, oui, la CENI avance avec le calendrier. Peut-être que demain, on va finir avec élection indirecte, mais il restera peut-être municipalité, zone où ça les quitter. Parce qu'on a fait que municipaux, n'a chef-lieu, n'a grande ville. Est-ce que Salango, Bissika Moussoussou, est-ce que l'élection locale ou éthicali, notamment au niveau secteur, groupement et Salema, ça sont des questions qui se posées parce que depuis 2006, toujours réussir. On est en train de clamer, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Combien va coûter ces élections? On ne sait pas, parce qu'on avoisine déjà dans le milliard. Oui, on est à 1,3 milliard. C'est ce qui est le budget réel, tu éviter ça qui combien, ça qui montant. Mais où ils ont ça les matos, éviter puis tout ça pour vous êtes à Kinshasa, capitaine de la République démocratique du Congo. Vous avez vu à la tête de s'il faut prendre le plus récent, Kimbuta, Jean-Denis Ngobila, les successeurs qui restent encore l'Azora, malgré que la famille politique du chef de l'État a présenté Bumba et puis Yeli. Quand vous voyez tous ces candidats qui ont défilé dans d'autres médias, présenter leur plan de société. On a vu d'autres candidats qui sont venus s'aventurer sur le plateau des émissions. On a vu d'autres qui sont venus juste présenter leurs idées, qui sont en cours des idées. Nous avons vu d'autres candidats qui ont défilé avec leurs projets irréalistes. Parce que quand vous voyez la capitale congolaise, vous voyez... Mais dans quel état, vous étant Kedipol, vous pouvez aujourd'hui estimer la ville de Kinshasa laissée par Jean-Denis Ngobila? Donc, ce sera peut-être un jugement qui sera sévère, mais dans un état assez, je dirais, piteux. Lorsque le gouverneur a pris la ville, quel gouverneur? Jean-Denis Ngobila. Déjà avant Jean-Denis Ngobila, en 2017, nous au niveau de la DIPOL, on a fait un atelier qui s'appelait Futur des villes, Kinshasa à l'horizon 2050. Vous avez des projections sur Kinshasa? Ça existe, les études existent. Je vous ai dit que chaque année on fait des ateliers. À l'époque, on a invité la ville de Kinshasa qui n'est pas venue. Le gouverneur Kimbuta n'était pas venu, mais la scène provinciale, tout ce bureau était présent. Le président Kitoa Sissa, le président, le vice-président, tous les bureaux étaient présents en tout cas durant ces 3 jours de plénière. Et à l'époque, on avait commencé déjà à montrer les grands défis de la ville en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes de climat, en termes d'assainissement, en termes de sécurité. Et nous, au niveau de la DIPOL, nous avions produit un rapport qui existe. Ceux qui sont sur notre site www.dipol.org peuvent trouver en ligne. C'est en ligne, c'est en open source, c'est-à-dire tu peux télécharger. Proposé à qui, au gouverneur? La ville de Kinshasa. Vulgariser le SOSAC, les schémas d'organisation de la ville de Kinshasa, pour que les différents acteurs puissent s'en approprier et les mettre en œuvre. Les solutions existent. Lorsque le gouverneur Jean-Denis Ngobila prend la ville, j'ai fait beaucoup de médias pour parler de l'assainissement de la ville. L'assainissement à Kinshasa, on résume ça à l'assainissement des déchets solides, c'est-à-dire les poubelles. Alors que l'assainissement est une donnée complexe qui prend plusieurs, qui est transversale, hein, mais qui prend la fois... Ça qui est opération Moboué, comment on appelle ça encore Kinbopeto, qui était son projet phare pour l'assainissement. Nous, on n'est pas uniquement dans la critique, on est la proposition. Nous avons proposé des solutions concrètes pour la chaîne des déchets, des solutions concrètes pour réduire les déchets. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas été écouté. Au Congo, malheureusement, nous avons l'habitude, lorsque vous apportez de la critique, on se dit à Otumba Bisso. On n'écoute pas les propositions qu'on amène derrière. Et donc, nous, on avait dit au départ que la façon dont on avait construit Kinbopeto, ça n'allait pas marcher. La loi sur l'assainissement de la ville de Kinshasa fait de l'assainissement une question municipale. Pas au niveau de la ville, mais au niveau de la municipalité. Mais vous verrez tous les projets d'assainissement qu'on met, on met ça à partir de la ville de Kinshasa. À partir de l'hôtel des villes, on crée un coordonnateur qui centralise tout. Et donc, c'est Kinshasa qui devient le point. On ne peut pas faire l'assainissement comme ça. Il faut ramener l'assainissement au niveau de la municipalité. Donner les ressources aux communes. Parce que les communes peuvent mieux faire l'assainissement que si on ramène ça au niveau central. Mais ils avaient l'enveloppe chaque mois, je ne sais pas. Ce n'est pas 10 000 $. On a donné, ça sert à quoi? Mais au-delà de donner les ressources, mais la loi sur l'assainissement prévoit de créer des écoles pour l'assainissement. Où est-ce qu'on forme les gens? Est-ce qu'on forme les communes à mettre en place des projets d'assainissement? Alors pour une municipalité, 10 000 $ n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Par mois. C'est pas suffisant. Prenez une commune comme Kimanseke, qui a 46 quartiers, qui a 1 million d'habitants. Faites quoi avec 10 000 $? Si vous quittez l'aéroport de Njili pour arriver à Gombe, vous traversez combien de cours d'eau? Comptez seulement les cours d'eau. Vous avez quitté l'aéroport de Njili pour venir à Gombe. Il y a combien de cours d'eau? Mais il faut commencer quelque part, monsieur. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est donner plus de pouvoir. C'est donner plus de pouvoir aux municipalités. Or, ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a un gouverneur, le gouverneur appauvrit les municipalités. On centre la question à Kinshasa.
Les bourgmestres, on les laisse faire uniquement Mapangu, côté Mapangu et tout le rien, célébrer les mariages, c'est fini. Les politiques partent de Kinshasa. Ça ne peut pas marcher. Alors que les brigades d'assainissement doivent partir des communes. Si au niveau de la commune, on a une brigade d'assainissement bien formée, qui peut passer dans les parcelles pour demander dans chaque parcelle, tout le monde a. Plutôt qu'on a Kinshasa, non? Tu as une brigade d'assainissement, tu as la manzanza. Et si tu as des boîtes de conserve, on te donne des pénalités. Plutôt qu'on a Kinshasa, tu as qui est pompa, non? Ça dit chaque soir, tout le monde a Nandaku, à côté, à pomper Kissi Nandaku. Ça peut se faire partie de la ville, ça doit se faire partie de la municipalité. Or, c'est la municipalité qui organise ça doit se faire au niveau de la municipalité. Ils sont tellement proches qu'ils peuvent le faire. Mais nous, on a tendance quoi? À centraliser et les ressources et les tâches au niveau du gouvernement de la ville de Kinshasa. Et appauvrir davantage les municipalités. Ça, on l'a dit dès le départ. Mais la question de l'assainissement est une question transversale. Comment nous mettons en place des politiques pour gérer les eaux pluvieuses? Mais ça demande de redéfinir tout le système d'irrigation de la ville, tout le système de canalisation d'eau de la ville qui a vieilli. Mais c'est des politiques publiques qu'il faut construire. Mais ça demande que soient mis en place des états généraux où on réfléchit. Cette ville, tout le monde aujourd'hui parle de chaleur atroce dans la ville de Kinshasa. Mais quand on a voulu élargir les boulevards, on a coupé les arbres, non? Le boulevard du 30 juin, il y avait des arbres, non? Il y avait des arbres. Le boulevard le Mumba, il y avait des arbres, non? Mais on a coupé pour élargir. Est-ce qu'on a encore des zones vertes? Quartier 1, Eucalyptus. Est-ce qu'on a encore la zone verte? Météo, est-ce qu'on a encore la zone verte? Comment on met en place une zone verte qui permet à la ville de mieux respirer? Ça sont des questions de fond qu'on n'aborde pas. Malheureusement, quand vous commencez à donner des propositions critiques, à critiquer, à Zoluka Post, à Lingala Sabisonini, c'est comme ça que nous sommes, plutôt que d'écouter les idées de fond qu'on donne pour l'intérêt de la gouvernance. J'espère que ceux qui sont en train de venir aujourd'hui amènent des idées de gouvernance. Au Congo, lorsqu'on vote les gouverneurs, les questions électorales, et pas seulement les gouverneurs, de manière générale, les questions électorales ne tournent pas autour d'un contenu programmatique. Nous ne votons pas les contenus. Nous votons les papas sociaux, honorable Alé Sakabien, honorable Sololi. On vote pas idée, on vote pas projet. Or, gouverner, c'est d'abord les idées. Si on choisit un gouverneur, pas parce qu'il amène les meilleures idées, mais parce qu'il a amené l'enveloppe ou une Jeep, c'est pas la Jeep qui va gouverner. Vous voyez, il va vous donner les Jeeps, lorsqu'il sera gouverneur, il voudra récupérer ce qu'il a investi en termes de Jeep. Parce que c'est de l'argent peut-être qu'il a emprunté auprès d'hommes d'affaires pour acheter 44 Jeeps à vous donner 30 000 $. Et lorsqu'il deviendra gouverneur, il doit récupérer l'enveloppe pour payer les créanciers qui lui ont donné l'argent. Et donc, il ne fera pas la gouvernance. Il faut qu'à un moment donné, nous sortions de cette approche-là, qu'on choisit les gens en termes de gouvernance, qu'ils s'entourent des personnes susceptibles de l'aider à gouverner, et après, une assemblée qui fasse son travail de contrôle. Pourquoi pas des citoyens qui soient assez exigeants, qui contrôlent l'action de gouvernance et qui soient critiques vis-à-vis de la gouvernance. Nous sommes trop tolérants, les Congolais. La ville de Kinshasa a besoin de quel gouverneur, de quel type de gouverneur? Un gouverneur manager, un vrai manager. Kimbuta ne l'était pas? La Kinshasa, c'est peut-être que nous, les Kinois, parce qu'on est à l'intérieur, je vais venir, parce que je n'aime pas faire le débat des personnes, parce que quand on parle des personnes, c'est compliqué. Lorsque nous ont gouverné à Kinshasa, j'en viens. Je vous ai posé la question de savoir si on a besoin de quel type de gouverneur. J'ai parlé d'un gouverneur manager. Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Bon, on parle de 12 à 15 millions d'habitants. Est-ce que vous savez que le Congo-Brazzaville, tout Congo-Brazzaville, c'est 4 millions? Ça veut dire que celui qui est gouverneur de Kinshasa est 3 fois président de Brazzaville. Est-ce que vous voyez un peu les problèmes? Il est 3 fois président de Brazzaville. Pour avoir un pays à 15 millions d'habitants, c'est l'Angola, qui a 32 millions d'habitants. Tous les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ça ne fait pas Kinshasa. La Centrafrique, ça ne fait pas Kinshasa. La Zambie, ce n'est pas Kinshasa. Donc celui qui gouverne cette ville, en fait, il est chef d'État. Chef d'État. Mais si vous voulez prendre un chef d'État d'une si grande ville, quelqu'un qui a des ambitions assez restreintes, il ne va rien faire. Nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui a une très grande vision de gestion, et qui travaille à trouver les sources de financement. Parce que Kinshasa, avec ses 15 millions d'habitants, a besoin de financement et la ville manque de financement. Mais non, ceux qui ont gouverné avant ont rencontré les problématiques de financement. Parce que la ville n'a pas de financement. L'impôt sur les revenus locatifs, qui doit donner les ressources de la ville, on le perçoit très difficilement. L'impôt foncier, on le perçoit très difficilement. La taxe de la sécurité routière, la ville manque d'argent. Et donc, il faut qu'un manager qui sache créer des mécanismes pour mobiliser l'argent pour la ville, qui savent gérer avec efficacité, qu'on ne tombe pas dans le détournement des deniers publics, et qui ait une vision claire de gouvernance de la ville. Après, notre faiblesse de Kinshasa, c'est que nous avons le gouvernement central ici, dans la ville. Et le gouvernement central empiète énormément les dossiers de la province. Il n'y a qu'à suivre l'histoire des lampadaires.
qui est un projet de la ville, mais géré à partir du gouvernement central. Donc là également, vous devez avoir un gouverneur capable de rassembler autour de lui, de discuter avec le gouvernement central pour créer les marges de gestion. Parce que le gouvernement central le malmène souvent et marche dans les plans de bande de la ville. Mais tout ça, c'est de la personnalité, c'est un style de leadership, c'est un management qui doit avoir une vision très très claire. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, parfois nous manquons de visions très très claires de ce que l'on veut pour la ville. Alors aujourd'hui, on parle des dossiers qui fait quand même débat et des gens analysent de leur manière, des journalistes qui prennent des côtés des tels et des analystes politiques qui prennent des côtés de tels. Alors nous voulons faire une analyse aussi assez complexe aussi claire, hein, pour donner un peu de la lumière à la population congolaise. Nous savons combien coûte un lampadaire, parce que ça il suffit de taper sur le net, il y a des marchés des lampadaires. Nous savons combien ça coûte un forage. Des prix, hein, nous savons. Mais s'il y a eu des détournements, s'il y a eu tout ce qui se raconte autour de ces dossiers des lampadaires, moi je crois que la responsabilité est partagée aussi, hein, de part et d'autre. Le gouverneur c'est des douanes et le ministre c'est des douanes. Alors à qui devons-nous responsabiliser par rapport à cette histoire? C'est la justice. C'est la justice. La justice doit nous aider à éclaircir qui. C'est la justice, c'est pas les radios non plus qui doivent aider à régler le problème. C'est la justice qui doit mener plus de clarté. Et moi, je comprends pas jusque-là comment on laisse les médias commencer à débattre de ça. Et le procureur est là, il regarde ça. On devait voir la justice s'actionner pour faire les choses. Mais cette question des lampadaires pose un problème plus profond que les Kenya peut-être ne suivent pas. C'est que depuis 2006, nous avons décidé de la libre administration des provinces. La Constitution a même posé les principes de la retenue à la source, qui ne s'appliquent pas. Depuis 2006, qui n'a pas été installé. Depuis 2006, la Constitution est violée systématiquement parce qu'on n'applique pas la retenue à la source, on applique la rétrocession par le gouvernement central. Et depuis pratiquement 2008 ou 2009, le gouvernement central s'approprie même le budget d'investissement des provinces. À telle sorte que beaucoup de projets que les provinces doivent réaliser sont réalisés par le gouvernement central. Il n'y a qu'à voir beaucoup de projets routiers. Hein. Quand on parle de projets comme Tilé-Gelou, vous prenez les routes en Guiringiri, ce sont des routes d'intérêt provincial. En principe, c'est des routes que la province devrait réaliser. Vous prenez les projets lampadaires, il n'y a qu'à suivre le gouverneur qui les dit à petits mots. C'est le gouvernement central qui engage des dépenses que la province devait engager. Ça veut dire à un moment donné, il y a empiètement des compétences constitutionnelles de la province par le gouvernement central. Et ça, ce n'est que la partie visible de ce qui se passe. Donc on n'a pas de gouverneurs qui ont suffisamment de mains libres pour mettre en place, comme ils veulent, leur propre politique, parce que nous ne appliquons pas la Constitution telle qu'elle a été votée, adoptée par les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces dossiers des lampadaires, parce que j'aimerais avoir des éclaircissements auprès de vous aussi, vous êtes un politologue, et du point de vue politique, ça peut provoquer quel choc dans la gouvernance du chef de l'État? Parce que la manière dont cela est dit, la manière dont cela est scruté, la manière dont cela est analysé dans des médias par des journalistes qui prennent le luxe, hein, de parler sur cette question, je ne sais pas. Ça donne quelle lumière même dans la gouvernance politique du chef de l'État? La première chose, c'est que ça impacte négativement la légitimité du président. Il faut faire attention entre légalité et légitimité. Le président a été légitimement élu avec autant de pourcents. Il a une légalité de 5 ans. Mais la légitimité se perd à la différence de la légalité. Tu peux rester légal pendant 5 ans et perdre en légitimité. Et si vous regardez depuis janvier, le président est en train de perdre en cote d'opinion. Si on avait des agences de sondage au Congo, vous verrez qu'il est en train de perdre énormément en cote d'opinion. Et toutes ces questions qui se soulèvent chaque jour participent à réduire la foi de ceux qui ont systématiquement voté pour lui et la foi en ce second mandat. Ça veut dire que vous avez un président qui vient de sortir d'une élection où il avait une forte popularité, mais 4 mois après, qui commence à créer un sentiment de désillusion pour beaucoup de Congolais. Mais c'est un choc énorme. Parce que vous ne pouvez pas gouverner si vous n'arrivez pas à rassembler en termes de légitimité. Beaucoup de réformes demandent un soutien populaire. Quand vous perdez un soutien populaire, vos réformes ne passent pas. Ou vous n'êtes pas accompagné de l'action. Et là, le président est en train de perdre la légitimité. Deuxièmement, mais l'image du pays à l'extérieur. On vous parle de 390 millions, on vous parle de 71 millions. Ça veut dire qu'en termes de finances publiques, il y a un sérieux problème de gestion de finances publiques au pays. Donc, détournement, corruption, non-respect de la chaîne des dépenses, traduit une gouvernance qui n'est pas saine. Donc, nous basculons dans la malgouvernance. Mais les pays sont cotés. Il y a ce qu'on appelle les agents de notation, les fiches ainsi de suite.
Mais c'est l'image du pays à l'extérieur également qui est compromis. Comment vous allez garantir, comment vous allez garantir demain des prêts auprès des partenaires quand on sait que dans la mise en œuvre des projets, 90 millions ont disparu, 13 millions ont disparu. Ça veut dire si on vous donne de l'argent, vous le dilapidez. C'est l'image également économique du pays qui est touchée. Il ne faut pas se taire, mais il faut régler le problème par la justice. Il faut condamner les gens pour assurer les partenaires que nous ne sommes pas dans une forme de complaisance à la malgouvernance, nous ne sommes pas dans l'accompagnement des tournements, nous sommes sévères, qu'il y a eu des ratés, que la justice nous a aidés à rétablir l'équité et l'ordre public. Mais malheureusement, c'est ce qui ne suit pas. Et ça conforte le sentiment qu'on est dans une forme de complaisance vis-à-vis des tournements. Les ministres qui sont indexés, je crois qu'on a parlé du ministère des Finances, ministère de Développement rural, il y a aussi une entreprise qui est dans ces manœuvres. En tout cas, nous attendons que la justice mette en lumière cette situation afin que l'opinion soit fixée, parce que la manière dont c'est là est traité même dans les médias, ça ne donne pas une bonne présentation du pays, et puis ça dérange même les investisseurs qui viendront miser. Nous voulons que la justice fasse vraiment son travail sur ces dossiers. Alors, monsieur Moleka Christian, vous avez appris, comme moi aussi, nous sommes en train d'assister à une sorte d'expectative. On ne sait pas où allons-nous, jusqu'à quand on aura un gouvernement qui va piloter, parce qu'on a perdu, les temps est en train, les temps n'attendent pas. Ouais. Les temps n'attendent pas, et déjà quelques mois sont grignotés. On ne sait pas quand est-ce que le chef de l'État va entrer en danse, parce que tout le monde a un gouvernement et malgré qu'on a nommé Mama Judith Toulouka, et puis le Parlement traîne le pas. Pour élire un président de l'Assemblée nationale, il fallait aller aux primaires, c'est qu'il y ait une première dans un Parlement où la majorité est du président de la République. Et puis, nous allons de manœuvre en manœuvre. Aujourd'hui, la décrispation de ces climats pour que les choses enfin marchent, ça serait quoi la donne? Quand nous formons un gouvernement rapidement, il y a des raisons, je peux dire fondées, qui peuvent justifier le retard qu'on a. Qui peuvent nous demander peut-être... Il ne faut pas nous comparer avec le Sénégal. Bon, je ne sais pas. Oui, il y a des raisons fondées qui peuvent justifier le retard. Premièrement, au Congo, on a fait le choix, par exemple, de coupler les présidentielles et les législatives. Ce qui fait que lorsque nous votons au mois de décembre, les élections, le 20 décembre, nous votons les présidents et les députés. C'est facile d'installer les présidents. Il y a moins de contentieux. Le président est installé depuis le mois de janvier. Par contre, le Parlement prend du temps. Parce qu'il faut aller en contentieux, parce qu'il faut mettre en place un bureau provisoire, puis un bureau définitif, voter un règlement intérieur. Trop de manœuvres pour rien. Le Sénégal a fait le choix de découpler. On a voté les présidents Faye, Diomansé Faye, sans voter le Parlement. Ils auront les législatives 3 ans après. Donc vous avez un président qui installe, qui commence à travailler. En France, on n'a pas lié les présidentielles et les législatives. Vous avez un président élu qui forme un gouvernement, qui commence à travailler. Vous avez les législatives des mois après. Au Congo, nous, on a fait le choix au Congo de lier. On peut découpler. De sorte que quand le président est élu, il forme le gouvernement, il commence à travailler. Il n'est pas lié par le fait qu'il doit attendre que le Parlement s'installe pour qu'il présente un gouvernement qui doit solliciter la confiance. Parce que c'est lié. Le gouvernement qui doit être formé doit aller devant le bureau définitif et solliciter la confiance du Parlement. S'il n'y a pas un bureau définitif installé, mais ce gouvernement n'existe pas. Ouais, il peut être nommé aujourd'hui, il attendra. Donc il y a des raisons fondées liées au choix de mode de scrutin ou de choix électoral que nous on a pris. Après, il y a d'autres facteurs infondés qui sont liés à notre culture politique, la culture de la négociation. Par exemple, la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. Pourquoi il faut des primaires pour départager 3 personnes, membres d'un même présidium, et qui ont été tous reçus par les présidents? Ça veut dire qu'il y a un problème d'arbitrage et de gestion d'ambition au sein de l'Union sacrée. Autant on l'a vu pour le bureau, autant on le voit avec la ville de Kinshasa. La grande difficulté de gérer les différentes ambitions et de construire des tickets consensuels au sein de l'Union sacrée. Ça, c'est un problème de culture politique. Est-ce qu'il fallait avoir un informateur qui a fait plus de 30 jours? Alors qu'on a une majorité qui était très identifiable, on pouvait réduire les temps. Est-ce qu'il fallait faire traîner les choses au niveau du Parlement, au niveau des commissions pour exploiter les parlements, le règlement intérieur, parce que les parlements étaient impayés? Les députés ont fait traîner les pieds parce qu'on ne payait pas.
Ça, c'est des problèmes de culture politique. On a des problèmes de culture politique, de culture de la négociation, des gestions d'ambition, à côté des problèmes réels qui sont liés au choix électoral, au mode de scrutin que nous avons choisi. Donc, il faut départager les choses. Oui, on n'est pas comme le Sénégal d'un point de vue structurel, parce qu'on a fait des choix institutionnels différents, mais on n'est pas comme le Sénégal aussi, parce qu'on n'a pas la même culture politique de l'efficacité de l'urgence. Nous, au Congo, nous travaillons comme s'il n'y a pas d'urgence. On travaille comme s'il n'y a pas d'urgence. Donc, vous voyez, c'est normal, on peut prendre autant de temps pour mettre un bureau. C'est ce que Kabila nous a légué. Kabila a dit qu'il il n'est jamais pressé. L'inculture politique du Congo est alimentée depuis, je peux dire, depuis très longtemps. Kabila a apporté également sa donne, mais c'est une culture qu'il faut totalement déstructurer. Nous avons un homme politique, d'une manière générale, qui n'a pas le sens des priorités. Il n'y a qu'à voir comment les parlements votent. Quelles sont les lois qu'on vote en premier? Est-ce que ce sont les lois qui concernent les grands citoyens ou qui concernent uniquement l'élu ou les députés? Quelles sont nos priorités à nous quand on choisit les priorités? C'est les priorités des citoyens ou les priorités des députés? Voilà. Cette culture des priorités, cette culture de mettre au premier plan l'intérêt collectif que l'intérêt personnel, on ne l'a pas ou on l'a perdu. Il faut travailler à refonder l'homme politique congolais pour qu'il sache à la fois construire l'action politique sur des priorités. On peut se poser la question, est-ce que faire au niveau de la gare centrale, la roue qu'on nous fait là est une priorité dans une ville où on manque des routes, où on manque de poubelles? C'est vraiment la problématique de l'homme politique. Monsieur Christian Moleka Lobi, est-ce que vraiment la gare centrale, Diemba ou c'est la Bissouan? Mais pour que vous m'attendez. Nous, on nous a appris dans la science politique qu'il y a l'ordre des priorités des faits. C'est-à-dire, quand on prend la décision, on regarde en termes de décision, qu'est-ce qui est... C'est simple. Même dans la nature, on nous apprend, il y a le vital, l'indispensable, l'utile, le nécessaire. Si on a un traité, c'est utile, mais ce n'est pas indispensable. Si on a Mélimaïté, c'est indispensable et non Okufa. Donc il y a un ordre de priorité des choses. Il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour les Kinois. Est-ce que c'est les routes, c'est la mobilité, c'est les poubelles ou les Adiemba? Si on trouve que la priorité est Adiemba, vous faites Diemba, mais est-ce que ça répond prioritairement aux besoins? Alors qu'on est dans une ville où on a besoin de régler les problèmes de Koulouna, on a une ville où les têtes d'érosion, ils ont tombé au ville, on a une ville où on a plus de terres agricoles pour l'Ona Bilanga, maintenant tout est importé, même Aïe, les autres Taliban Namboka. On n'a même plus de terres. On a plus. Est-ce que vous avez dit que Banda Koutoua n'a pas Banda Koutoua Onel, hein? Il y a Lemba, il y a Bandal. Durée n'a pas pratiquement 100 ans. Banda Koutoua en 1940, non? Ils ont un projet de bandisation Banda 1933 à 1940. Donc en 2040, Banda Koutoua a 100 ans. Est-ce qu'il y a un projet pour remplacer ça? Ça, c'est une autre question, un autre sujet. En tout cas, M. Christian Moleka, assez pertinent. Actualité croisée vous a reçu, on peut avoir vos impressions quand même. Très marqué par la qualité du plateau, de l'équipe, le professionnalisme. Il y a Oboza Kosala. Moi, je peux que vous encourager. On a besoin d'avoir des plateaux comme ça pour nous aider aussi à être à l'aise dans le déploiement des idées. Le pays a besoin d'avoir un débat critique. Tout le monde a Djalelo, tout le monde a flatter Batou, tout le monde a des choses qui font mal, mais qui nous aident à avancer. Les apôtres n'ont pas mouté, les apôtres n'ont pas sapota. Sur le bangi, kusali sapota, le colo pola, bakatamo le colo. Il faut tout ça sapota, parfois il faut tout alcool. Et ça passe, mais c'est la vérité. On a besoin d'avoir des plateaux comme ça qui nous aident aussi à déployer ça. Bon vent à vous, j'espère que vous irez très loin. Et pourquoi pas demain avoir une chaîne de télé, vraiment une chaîne de télé propre, qui apporte dans l'univers médiatique du Congo des idées nouvelles et un vent nouveau. Jérôme Losala Yoki, Bob Toga Yoki, Ephraim Kisonga Yoki, Benim Bayopa Yoki, Merveille Vekopé Ayoki, Toyoki, Monsieur Christian. Dieu est avec nous. Nous irons très loin. Kinois, Bolandi, Monsieur Christian Moleka. Français, Belé. Makanisipe, Belé. Osu kaka na ba français. Ah non, toi ça va na kinga za kinois. Français za tutangi na classe mais linga za depuis na za mongala, linga za monoko na biso. Moleka eza yo famille Moleka te. Famille Moleka mais ozo kansate. Ni nga kanisi. Po batu na nga moto na mingi. Famille Moleka oui. Ozo kansate. Na za famille Moleka parce que mon père s'appelle également Moleka nga mene moi, il est vivant, je le salue. Je suis famille Moleka. Je suis de Il n'a rien à voir, c'est mon nom de famille. Chez nous, sur Kotobi Moleka, tout le monde répond oui. À commencer par mon père. C'est mon nom de famille. Christian Moleka. Oui. Pour nous chanter, on a Kinshasa toté. On a eu la question. Comme gouverneur. Qu'on a gâté.
Merci. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci d'avoir suivi cet échange démocratique aussi républicain. C'était M. Christian Moleka, notre invité. On aura le insigne honneur de lui revoir dans cette tribune qu'il a tant vantée pour la qualité du travail qui est abattu. On n'est pas pressé, mais on est prêt à faire des grandes choses. On se retrouve dans un prochain numéro sur votre tribune. Actualité croisée. Au revoir.